Depuis 5 ans, je sillonne la France au volant de ma petite Micheline pour découvrir les cuisines de nos terroirs. Cuisiner ensemble, c'est avant tout aller à la rencontre des autres, de leur culture, de leurs paysages et bien sûr des produits de nos régions. Après autant de kilomètres, je reste persuadée que bien manger est le lien le plus naturel et le plus universel entre les hommes, même si l'on constate d'une maison à l'autre qu'il n'existe jamais deux versions identiques de nos plats les plus populaires. Alors faut-il faire mariner la viande du bœuf bourguignon, hydrater la graine de couscous avant de la faire cuire, ou encore quel est le bon geste pour parer au mieux ces magrets de canard? Autant de questions auxquelles nous allons répondre avec Thierry Marx, chef étoilé et cuisinier engagé socialement, et Raphaël Aumont, chimiste culinaire. Voilà, un café frappé. On frappe, on mange. Donc c'est vraiment de la science appliquée à la cuisine. Et bonjour! On dit que les Grecs n'aimaient que les viandes grillées, que les Gaulois préféraient la charcuterie et que les Romains raffolaient, eux, des pâtés. Eh bien, on dira que ce sont les Romains qui sont aujourd'hui à l'honneur, puisque l'on va s'intéresser à ces recettes de pâtés et de terrines, qu'elles soient de viande, de légumes ou de poissons. Nous découvrirons d'ailleurs, pour commencer, un drôle de championnat, le championnat du monde de pâté en croûte. Et oui, ça existe, et je peux vous dire que c'est un concours très prestigieux chez les amateurs de gras, enfin de bon gras. Il y a eu plus de 9 mois de boulot sur la pièce que nous avons présentée le jour du concours. De mon côté, j'irai cuisiner moi aussi un pâté en croûte avec Sébastien, qui nous prouve qu'on peut être directeur commercial le jour et faire un pâté en croûte d'anthologie la nuit, ça j'en sais rien, et je vous donnerai la recette. Oh là là, ah oui, t'as 2 pâtes dans le même pâté. Incroyable ça. Quitte à y aller, on y va. C'est magnifique, Voilà. c'est beau, c'est bon, c'est Sébastien. Merci Julie. Nous travaillerons aussi le poisson, comme disent les chefs, avec une famille de pêcheurs installés sur les côtes normandes, la famille Pillet-Setter. Ils sont poissonniers de père en fils depuis 4 générations et ils se transmettent depuis toujours une recette de terrine de la mer à base de poisson blanc et de coquilles Saint-Jacques. Notre grand chef Thierry Marx himself nous livrera les secrets de sa terrine de volaille que vous pourrez décliner chez vous, fastoche et utile. On est plutôt sur un pressé. On aurait pu choisir de hacher le tout et de tout mélanger. Je voulais pas un pâté. Je voulais vraiment quelque chose qui, à la découpe, soit suffisamment joli. Vous verrez que si les terrines tirent leur origine du plat qui servait à les cuisiner, il est facile également d'en réaliser certaines sans moule. Isabelle nous donnera ses astuces, ses petits trucs pour ce tour de force. Voilà qui devrait inspirer Raphaël, qui nous dira tout sur les bons choix de moules en terre, en métal, en cuivre, en porcelaine, que sais-je. Des moules que nous irons d'ailleurs chercher au cœur de l'Alsace du Nord, dans le petit village de Potier de Soufflenheim. Ça me rappelle quelques souvenirs. Allez, le programme est chargé aujourd'hui. J'ai choisi pour notre menu du jour une terrine de foie de volaille, façon Juju, largement inspirée par Michel Guérard, un grand chef devenu un ami. Salut! Alors peut-on imaginer un repas de copains, voire même un pique-nique, sans une bonne terrine, un pâté croûte, pourquoi pas? C'est le thème du jour. Peut-être que vous avez envie d'en savoir un peu plus, peut-être n'avez-vous jamais essayé de réussir une terrine, ou au contraire vous avez besoin de quelques astuces. Et vous êtes déjà le roi de la terrine. Eh bien, qui que vous soyez, je suis sûre que ce thème va vous intéresser. En tout cas, moi, il m'a passionnée. J'ai répété tout ça dans ma cuisine et j'avais envie de vous livrer ma recette de terrine de foie de volaille. Un pâté de campagne au foie de volaille. Mais finalement, la terrine, un peu comme la paella par exemple, avant tout, c'est le contenant. Alors, qui a commencé, la poule ou l'œuf ? On savourait déjà des pâtés et des terrines sous l'Antiquité. Néron, empereur romain entre 54 et 68 après Jésus-Christ, raffolait de ces plats qui permettaient de conserver plus longtemps la viande ou le poisson haché et largement épicé. Au Moyen-Âge, ils ont le vent en poupe et sont de tous les repas seigneuriaux. C'est une vraie compétition. Entre les terrines qui se cuisent dans des récipients de terre dont elles portent le nom, car du contenu au contenant il n'y a qu'un plat, et les pâtés cuits dans une pâte destinée à protéger la farce pendant la cuisson et à la conserver par la suite, quand invention rime avec conservation. Dès le XVIe siècle, la pâte se sophistique et devient comestible et même gourmande. Le pâté en croûte est réellement né. Chaque région développe alors sa recette.
Il y a pour les plus connus le pâté lorrain, composé d'échine de porc, de noix de veau et entouré d'une pâte feuilletée. Le pâté de Périgueux, constitué de foie gras, de truffes, entouré d'une farce charcutière, puis d'une croûte de pâte. Les pâtés de canard d'Amiens ou encore de Chartres, composés essentiellement de gibier. Les déclinaisons sont sans limite. Et au 18e, le pâté devient alors people. On crée des spécialités pour des personnages célèbres, tels que le pâté à la Mazarine, à la Reine. Alexandre Dumas en cite pas moins d'une douzaine dans son grand dictionnaire de cuisine. Quoi qu'il en soit, il reste toujours un produit phare de la gastronomie française, avec plus de 6531 tonnes consommées en France chaque année. Ça envoie du pâté. On va commencer par les aromates. Alors en général, on met de l'ail, parfois des échalotes ou des oignons. Moi, j'ai choisi de mettre de l'ail et des échalotes, pas mal d'échalotes. Là, je vous donne la quantité pour 2 terrines, parce que c'est quand même assez long à faire et je préfère en faire 2, d'autant que ça se conserve très bien. À la limite, vous mangez la première une semaine après l'avoir préparée et l'autre, vous la recouvrez de saindoux. Ouais, les gars, Bonjour je Julie. suis en train de disserter sur la terrine. Ah, dis donc, une thèse sur la terrine. Une thèse sur la terrine. Et écoute, il ne faut pas moins de ça, parce que je peux te dire qu'il y a beaucoup de choses à évoquer, beaucoup de sujets à traiter. T'es dans le gras. Je suis dans le gras jusqu'au cou. C'est du bon gras. Est-ce Alors. que tu as l'habitude de faire des terrines, toi, de ton côté? Ça se pratique plus beaucoup dans nos maisons et je le regrette. Oui, parce qu'il n'y a rien de plus sympa quand même, posé sur la table au début d'un repas, qu'une terrine de campagne. C'est presque un plat d'accueil. C'est presque un c'est plat, vrai. un welcome, Pour l'apéro, il est welcome pas mieux. dish, quoi. C'est bienvenue. Ah, Et c'est ce que nous envient les étrangers d'ailleurs Ouais, souvent. c'est C'est vrai, un peu le c'est symbole de la cuisine française, la cuisine conviviale, la cuisine des potes qu'on aime. On va commencer par ciseler les Allez, échalotes. on y Alors, j'ai essayé avec et sans, et je dois dire que je trouve qu'il est bien meilleur de faire fondre les échalotes préalablement. Ça demande un peu plus de travail, mais ça vaut le coup, plutôt que de les mettre à cru. Des goûts différents et plus digestes aussi. Et Surtout. plus digeste, et plus doux, plus subtil. Oui, bah oui, oui. Je vais même vous donner une astuce. Échalote, foie de volaille, flambé cognac ou armagnac, peu importe. Gardez ça pour faire une vinaigrette. C'est très très bon. Alors, il suffit de le mixer et puis une cuillère de vinaigre, 3 cuillères d'huile. On détend ça, on mélange ça avec les feuilles de salade. Très Et bonne c'est idée. délicieux pour accompagner la terrine. Absolument. Bien sûr, formidable. bien sûr. Ouais. Alors, je vous emmène dans les cuisines de Thierry Marx, qui nous propose un pressé de volaille, un peu plus chic que la terrine de campagne, et absolument délicieux. C'est dans les cuisines de son restaurant, où il officie maintenant depuis 8 ans, que Thierry va nous montrer la préparation d'une terrine à sa manière. Je suis pas fan des terrines hachées. J'aime bien retrouver des morceaux. Là, on va carrément travailler sur les hautes cuisses, les pilons et les filets de volaille qu'on va cuire ensemble. On débute avec la première étape en préparant une belle volaille de grain venue du Perche et dont Thierry a levé les meilleurs morceaux. J'ai prélevé les suprêmes, ici, et les hautes cuisses, ici. Les filets mignons, ici. Je vais tout assaisonner. Je vais un petit peu de cognac. J'aurais pu prendre de l'armagnac, j'aurais pu prendre un madère. Je préfère un bon vieux cognac des familles. Il imprègne chaque morceau de viande dans l'alcool et passe à la deuxième étape, le montage de sa terrine. Alors on commence par les hautes cuisses. Ce qu'il y a de plus long à cuire, c'est ce qui va être en contact de la source de chaleur en premier. Je rajoute un petit peu de sel et de poivre. Puis il dépose une farce fine, faite également avec sa volaille. J'ai bien gratté ma carcasse, j'ai bien récupéré mes pilons, j'ai tout mixé. J'ai ajouté ma purée de truffes et j'ai récupéré une farce très très fine. Cette dernière bien étalée, il remet une couche de viande. Alors les filets mignons, très pratique pour boucher un petit peu les trous sur le côté comme ça. On est plutôt sur un pressé. On aurait pu choisir de hacher le tout et de tout mélanger. Je voulais pas un pâté, je voulais vraiment quelque chose qui à la découpe soit suffisamment joli. Et pour la couche suivante, surprise du chef. Il me restait un petit peu de foie gras. C'est pas la partie la plus noble du foie gras, ce sont en général les parures que je garde, que je cuise sous presse comme ça. Donc je le mets. C'est complètement facultatif, c'est-à-dire que si on ne veut pas mettre de foie gras, ça ne nuira pas à la recette. Le chef finit son montage par la viande, referme la terrine dans un film plastique avant de l'enfourner 1h30 à 70 degrés. La particularité de cette terrine aussi, c'est la cuisson. On cuit à la vapeur plus longtemps, donc là non plus, pas d'apport de gras, rien du tout. Et on va avoir un produit qui va rester quand même très 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 moelleux. La terrine qui a cuit a dû reposer 24 heures sous presse avant d'être démoulée. Le résultat est au goût du chef, graphique. On voit bien les couches, les hautes cuisses, donc une texture, une saveur particulière. Cette petite purée à base de truffes, les suprêmes,
foie gras ou pas. On voit qu'il a complètement fondu dans la cuisson, donc il est venu encore nourrir la volaille. Et on finit avec les pilons et les hautes cuisses. Troisième et dernière étape, le dressage du pressé découpé en tranches. On va voir qu'à la coupe, la viande ne se détache pas, mais elle est restée complètement moelleuse. Sans oublier d'ajouter des pickles de légumes, radis blancs et noirs, de betteraves et quelques fleurs de bourrache. J'aime bien la brillance, un petit peu d'huile de pépin de raisin dessus, et ça va faire fondre la fleur de sel que je vais mettre au dernier moment. Et voilà, en 3 étapes, un beau pressé étoilé à déguster sans se presser. Il vous restait un petit peu de foie gras, comprenez-vous? Oui, enfin, le jeu de mots va bien avec le foie gras. Ouais, n'est-ce pas, magnifique. déguster sans se dis donc, presser. c'est des terrines chics, hein. Ça a un classement côté d'eau, années hein. 50, Et moi, présentation en noir et blanc. Je voudrais signaler qu'on a vu à tes côtés Stéphane Bernard, Eh qui oui. est l'un de tes seconds et qui nous aide beaucoup dans cette émission. Et voilà Stéphane, l'homme de Stéphane l'ombre, Bernard. qui apparaît enfin. Merci beaucoup. Merci Stéphane. Magnifique. En fait, c'est lui qui fait tout. Oui, c'est pas faux. Merci Stéphane. Alors le voilà, ce fameux pressé, c'est superbe. Ce serait la version un peu Ah. plus gastronomique de la terrine finalement, hein. Le pressé, c'est plus léger en plus. C'est plus léger, c'est un peu moins long. Et puis, je voulais utiliser toute la volaille, c'est-à-dire les hautes cuisses, les pilons, les suprêmes. Et avec de la truffe, purée de truffe. Ah quand même. Bah oui, parce on que- se refuse rien. Ben non, alors, et je vais ouais, avoir truffe. l'honnêteté de vous dire que c'est de la truffe en boîte, parce qu'on met des truffes en conserve. Donc, il faut arrêter les délires des fois avec la saison où on donne des cours de saisonnalité en Oui, permanence. parce qu'il y a des, Eh bien, conser- de temps il y a en des temps- conserveurs qui travaillent très très bien. Exactement. Très bonne Et maison. j'ai un conserveur qui me D'ailleurs, met des truffes en. J'ai rarement mangé en autant de conserve. truffes en une bouchée, moi. Hein. Ce qui est très sympa, c'est la fleur de sel. Parce que c'est pas trop salé dans la terrine, mais par contre, ça vient en bouche, ça vient exciter les Et papilles. puis, changeons un peu du cornichon, les Ouais. petits pickles de Ouais. légumes. Maintenant, il y a plein de légumes Absolument. nouveaux. Et ce que je trouve très bien, c'est que tu l'as servi à la bonne température. Ça, je trouve que c'est vraiment important. On oublie trop souvent pour les desserts, d'ailleurs, comme pour les terrines et pour les plats. Je suis d'accord. Chaque plat, chaque recette a sa température idéale. Et ça, c'est souvent servi très froid à la sortie du réfrigérateur et ça n'a aucun goût. Or que quand ça reprend un peu de température ambiante, eh bien, évidemment, ça redéveloppe des arômes. Et alors, toi, tu es issu d'une lignée de charcutiers. Lignée, oui. Enfin, mon grand-père était donc charcutier en Bretagne. Ouais, ouais. Donc j'ai eu la chance depuis tout petit de voir ça en fait, tout ce qui est boudin, saucisses, pâté. Donc j'ai hérité aussi d'une recette que je me suis un petit peu, voilà. Ouais, ouais, c'est vrai. Et C'est tu nous beaucoup as fait une recette aujourd'hui? Ouais, je voulais apporter, mais vraiment là, j'adore. voilà. Chacun y va de sa terrine. Pour c'est une fois, je me super. suis dit tiens, je vais cuisiner Ah ouais. ces trucs, ouais. Allez, on va continuer nos échalotes. Dis donc, je suis un peu jalouse. Je sais pas si toi, tu sais tailler les échalotes comme ça, mais viens voir. Ah bah bien sûr que non. Viens voir, Raphaël, c'est un truc de fou, ça. Bien sûr Et en que plus, non. il les a alignés. Ça doit pas Wow. rigoler à la maison, hein. Tu sais, je con, fais ça, Montre-moi. je sers. C'est l'échalote échevelée. Voilà, exactement. Je Et crois que c'est une frustration des cheveux que je n'ai pas. C'est ça, en fait. Et après, je donne 3 petits coups de couteau. Je maintiens l'échalote serrée. Ouais, perpendiculaire. Voilà, je vais pas tout à fait jusqu'au talon parce que le talon, finalement, ne m'intéresse pas tellement. Il a concentré beaucoup d'amertume. Ah, d'accord. Et voilà. Ah oui, c'est tout petit, c'est presque, ça devient une purée quasiment. Voilà. Et surtout, c'est très digeste. La pointe toujours vers l'avant. Ouais, c'est très efficace. À mon tour de tenter de m'y coller. Et autant avouer que je n'ai pas encore le geste expert de Thierry. Voilà, bon, Et- écoute, c'est pas aussi fin que toi, mais c'est pas si mal. Mais c'est pas si mal. Même traitement pour nos gousses d'ail. Et le tout est mis à revenir dans une poêle avec du beurre. Alors moi, je vais m'attaquer aux épices, tiens. Alors là aussi, hein, chacun son petit mélange, chacun son assaisonnement. Moi, je mets traditionnellement quelques baies de Genièvre. Je vais en mettre 1, 2, 3, 4, selon leur taille. Je vais mettre une dizaine de grains de poivre vert, séchés. Hop. Et un peu de poivre. Alors, les garçons, souvent, on entend dire qu'il faut une certaine proportion de sel, ce qui est vrai pour la charcuterie, par rapport à la viande, et de poivre également. En général, on lit entre 15 et 10, c'est ça? Je me suis mis un seuil de 10 grammes par kilo. D'accord. Mais effectivement, j'ai des Traditionnellement, on confrères est qui plus à mettent 15, 15, qui ouais. mettent Voire 20. même, j'ai lu 20 moi aussi, ouais. Oui, 20 Et aussi, j'ai moi, lu 20. lu, hein. Et encore, Alors, 20, là, on est vraiment dans un excès de sel. Hein. oui, mais il y avait aussi ce besoin de conservation. Et donc, le poivre, en général, c'est 3 grammes, je crois. 5. 3 à 5 3 à par 5, ouais. kilo. Bon. Alors,
On va rajouter l'ail. L'ail, on va lui donner juste un petit coup de chauffe et après on va déglacer tout ça avec un peu de Porto blanc. Pendant ce temps-là, je vous propose de partir pour Trouville. Alors effectivement, à Trouville, forcément, vous l'attendiez, on va plutôt parler poisson. Terrine de poisson, oui, ça existe, évidemment. Et il y a une technique, et Dominique, qui de surcroît est poissonnier, nous la donne. Pour découvrir et déguster une variante iodée de terrine, je suis partie vers les côtes normandes et je me suis arrêtée dans la charmante ville de Trouville-sur-Mer. C'est dans le fameux marché aux poissons, une institution de la cité, que j'ai retrouvé Dominique Pillet. Sa famille tient l'une des plus belles poissonneries de la ville et ce depuis 1886. S'il n'y travaille plus aujourd'hui et a laissé place à son cousin, il y vient régulièrement pour chercher ses produits et adapter ses recettes au gré des arrivages. En l'occurrence, des coquilles Saint-Jacques et du poisson blanc. Je fais un peu chez moi. Il m'en faut 400 grammes. Il faut un poisson blanc. Cabillaud, merlan, gode, lieu jaune. Il faut des poissons qui ont des riches en collagène, mais pas trop de goût, pas trop de... C'est pas la peine de dénaturer le goût de la coquille Saint-Jacques. Dominique a tout en main, direction la cuisine pour réaliser sa recette qu'il affectionne. Ça fait d'excellentes terrines qui se conservent relativement bien. Une recette d'avant-guerre transmise par le cuisinier d'une maison bourgeoise de la cité. Alors, on va commencer par broyer la chair de cabillaud. Il la passe au robot dans lequel il ajoute au fur et à mesure les coraux. Ils vont donner à la terrine cette couleur rose, ce goût sucré. Les noix, elles, partent au micro-ondes, puissance maximale pendant 30 secondes. Ça serait du homard ou autre, je ne le ferais pas. Mais les coquilles Saint-Jacques rentrent beaucoup d'eau. Une coquille Saint-Jacques perd 10% de son poids tous les jours en eau. Donc comme elles ont pêché de cette nuit, elles sont encore gorgées d'eau. La crème. Une crème fraîche, bien épaisse. On est en Normandie et on ne rigole pas avec le sujet. On va ajouter un blanc d'œuf. Qu'il mélange intimement au reste avant de monter ses œufs en neige. Les blancs en neige apportent un peu de légèreté à la terrine. Ça aère le produit. On ajoute les pistaches. Et on va mettre la pâte. Puis il détaille les noix de Saint-Jacques en deux. Dans la terrine, ça va mieux être réparti, plus que de tôt d'avoir une grosse morceau de Saint-Jacques qui va pas très bien se lier. Il faut que ça soit un ensemble. La terrine de poisson est plus proche d'une mousse de foie que d'une terrine hachée de viande. C'est beaucoup plus digeste, c'est beaucoup plus léger, mais vous avez la quantité énergétique nécessaire. Il mélange tous les ingrédients, assaisonne légèrement de poivre et verse une cuillère de tapioca, une bonne astuce de poissonnier. Si vous ne voulez pas que votre terrine baigne dans l'eau, il faut soit utiliser de l'agar-agar, qui est une algue qui va pomper l'eau, ou alors un petit peu de tapioca. Il beurre le moule avant d'y verser l'appareil. Alors on va la couvrir pour pas que le dessus croûte trop rapidement. Et le met au four 45 minutes à 210 degrés au bain-marie. Ça permet à la terrine de cuire de façon homogène et comme on est dans les produits de la mer, on aime bien l'eau, ça garde quand même l'humidité marine. À la sortie du four, il la laisse refroidir quelques dizaines de minutes et voilà ce que cela donne à l'arrivée. Alors on va en principe le démouler sans problème. Voilà. Et puis, on va voir si on a bien travaillé. Vous voyez, on retrouve les pistaches, les noix de coquille. Et comble du raffinement pour le dressage, il y dépose de fines lamelles de noix de Saint-Jacques crues et quelques gouttes de jus de citron. Je suis assez content de moi. C'est une bonne idée de recette, d'autant plus qu'on peut l'adapter avec tous les poissons blancs. Hein, oui, non, c'est une bonne idée.
Alors, regarde, nous, on va rajouter, hop là, on va rajouter un petit trait de parfum blanc et qu'on va d'ailleurs flamber instantanément. Wouhou! Ouais. Ah, c'est rock'n'roll. C'est la crêpe Suzette de la terrine. Alors, ça, on va laisser de côté. Et d'ailleurs, on va utiliser cette poêle pour nos foies de volaille tout à l'heure, parce qu'elle est pleine de bonnes saveurs. J'ai coupé la Alors, gorge oui, en s'il te lèche, plaît. comme ça, on appelle ça des Eh ben, lèches. c'est idéal même. Hein. Et comme ça, ça passera bien dans le hachoir. Et pendant que Thierry me prête main forte pour découper et parer la viande, je récupère mes foies de volaille qu'il faut dénerver. On le voit bien, le réseau nerveux d'ailleurs. Hein. Là, on le voit très bien. Quand on suit avec la lame du couteau, il apparaît. Alors, hop. Alors ça, c'est ma petite touche personnelle. Comme je suis membre de la confrérie des amateurs du lard de Bigorre, le porc noir de Bigorre, j'ai toujours sous la main un peu de poitrine affinée. Et je dois dire que ça, c'est un produit magique. Ah les gars, vous êtes au régime, avec moi, vous êtes mal barrés. Hein. Et le tout passe au hachoir en alternant viande, gras et foie pour éviter que cela ne bloque le mécanisme. Récapitulons, 600 g de foie de volaille, 600 g de gorge de porc et autant d'échine pour une farce bien équilibrée. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Moi, je mets souvent un petit peu de pain juste pour nettoyer un peu le hachoir. C'est vrai, c'est une bonne astuce. Bon, alors on y va. Dès que tu vois le pain arriver, c'est bon. Voilà. Là, c'est Allez, bon. on arrête. Comme ça, on a bien Et voilà. récupéré toutes les chairs. Alors, je vous propose, les garçons, de partir découvrir un pâté en croûte. Et un pâté en croûte qui mérite votre attention, je peux vous le dire. oui. Je l'ai goûté, je l'ai même fabriqué avec Sébastien. Il habite Chatou. Et il fait un pâté coin-coin qui est mou. C'est dans les Yvelines, à Chatou, que je retrouve un ami de longue date, Sébastien Mayol. Ce gourmet troque facilement sa casquette de directeur commercial pour celle de cuisinier. Et entre un intense boulot, 3 enfants à la maison, ce passionné, qui ne fait rien à moitié, a passé pas moins de 3 CAP. En cuisine, en pâtisserie et en charcuterie. Son prochain défi, la boulangerie bien sûr, rien ne l'arrête. C'est l'ami idéal pour partager des moments gastronomiques. Je vais donc découvrir toute sa science du pâté en croûte, un de mes mets préférés. On commence par quoi, chef? On va commencer par la pâte. La pâte à pâté. La pâte, évidemment, elle sera double, puisqu'en fait, tout ce qui va être dans le moule, ce sera une pâte qui est 2 tiers farine de blé, 1 tiers farine de châtaigne. Ouais. Ça apporte un petit goût sucré, c'est un petit plus dans le pâté en croûte. Boisé. Et on le recouvrira ensuite avec une pâte feuilletée. Oh là là! Ah oui, t'as 2 pâtes dans le même pâté. Incroyable, ça! Quitte à y aller, on y va. Eh bien, allons-y alors. Sébastien mélange donc 700 g de farine de blé, 300 g de la fameuse farine de châtaigne, 10 g de sel et 20 g de sucre. D'ailleurs, il faudrait demander à ton chimiste professionnel sur le plateau quel est justement... Pourquoi mettons du sucre dans la pâte? Je ne sais pas, merci de me répondre. Alors? Donc là, c'est mélangé. Maintenant, on va intégrer le beurre pommade. Il en faut environ 500 g. C'est vrai, c'est beaucoup. Ça me fait pas peur. Donc il faut l'intégrer doucement. Donc là, on va intégrer 150 g d'œufs et on termine en rajoutant 150 g d'eau. La pâte bien homogène, on va pouvoir s'occuper de la viande de ce pâté que Sébastien appelle le pâté coin-coin. Et ça n'est pas pour rien. J'utilise un magret de canard. Je garde évidemment le gras. On va hacher la poitrine de cochon, il faut quand même du cochon. Et le meilleur, selon moi, c'est le porc noir de Bigorre. Nous sommes d'accord. Qui permet justement avec un morceau de poitrine d'avoir à la fois le maigre qu'il faut, mais surtout du gras qui apporte de l'onctuosité au pâté. Et un gras qui a du goût, c'est important. Hein. Absolument. Du veau, parce du que veau. C'est noble. D'accord, mais un veau maigre hein, plutôt. Oui, un veau maigre, absolument. Et le coin-coin se termine avec des tranches de magret fumé, voilà. Magnifique. Sébastien met la pâte à reposer et je m'occupe de la viande en détachant le gras du canard et en découpant la chair en petits dés. Idem pour le veau. Moi, je vais préparer le boudin de foie gras. Du foie gras mi-cuit, un produit incontournable de la recette classique que notre ami applique à la lettre. On va le rouler. Là, tu lui donnes sa forme finalement avec cette technique, c'est ça? Oui. Ce que je te propose, c'est qu'on va faire cuire la pâte une première fois à blanc dans le moule. Oui. Ça nous laissera un petit peu de temps pour ensuite terminer la farce.
Mais il faut au préalable abaisser la pâte et ce n'est pas une mince affaire. Qu'est-ce qu'elle t'a fait cette pâte? Je prends le relais, mais ce n'est pas vraiment mieux. On en a pour une petite quinzaine de jours, c'est ça? En revanche, n'hésite pas à lui donner une forme rectangulaire. Oui. Laisse-les, je vais continuer. On en est venu à bout de notre pâte, que l'on garde relativement épaisse. Je laisse Sébastien tapisser consciencieusement le moule, car c'est une étape pour laquelle il ne faut pas se louper. C'est magnifique. Donc l'important, c'est vraiment d'avoir une épaisseur à peu près homogène partout. Homogène, Ouais. et de façon à ce que la cuisson soit la même partout. Nous disposons du papier sulfurisé, remplissons le moule de billes afin que la pâte ne s'affaisse pas et la lançons en cuisson à blanc à 160 degrés pendant 40 minutes. On continue de Donc la là, viande? on va hacher. D'abord les morceaux de veau qui n'ont pas été coupés en dés. Viennent ensuite le lard et le gras de canard prélevés au début. Tous les morceaux hachés et en dés sont rassemblés et mélangés pour être assaisonnés. Il faut 13 grammes de sel par kilo de viande et 4 grammes de poivre. Pour parfumer un peu plus, Sébastien ajoute également 1 gramme de 4 épices et sa touche personnelle, une lichette de Porto blanc. Et pour finaliser la farce, il a une petite astuce, tout lié avec du blanc d'œuf. Tu verras que quand on va couper le pâté, il n'y aura globalement pas beaucoup d'espace, voire pas du tout, entre la pâte et l'appareil. Le blanc d'œuf permet de coller. Oui, on voit tout de suite. On laisse l'appareil mariner quelques heures, le temps de saisir les champignons des trompettes de la mort avec de l'échalote et de sortir le moule du four, de réaliser quelques décos avec le reste de la pâte qu'il faut dorer avec des œufs entiers. Mais pour l'instant, il faut se concentrer sur le montage. Allez hop. Très belle ta farce. On dispose le rondin de foie gras au centre et on le sertit de farce pour bien le caler. Ensuite, Très bien. Ben, en fait, champignons. J'y vais comme ça, en bataille. ouais. On termine par une dernière couche de farce et des tranches de magret de canard fumé. Comme s'il n'y avait pas assez de canard, Coin, il faut le deuxième coin quand même. C'est Bon, beau, magnifique. Alors là, du coup, tu recouvres d'une pâte feuilletée, c'est ce que tu m'as dit? absolument. Nous finissons sur une petite note artistique. Et sous l'œil expert de Sébastien, je m'applique. Eh ben, ça nous a demandé du travail, mais ça valait le coup. La fameuse douille. Elles permettent éventuellement d'insérer un peu de gelée quand il sera cuit, mais aussi d'évacuer l'humidité à la cuisson. Bon, ben là, il n'y a plus qu'un. La messe est dite. C'est parti pour 45 minutes de cuisson à 180, la farce devant atteindre 80 degrés à cœur. Une fois cuit, Sébastien laissera reposer son pâté au moins 3 jours. Et justement, il en a préparé un autre par avance que l'on va se faire une joie de dévorer. Donc alors là, c'est ce qu'on a à l'intérieur 3 jours après. Waouh! Ah, voilà, j'ai réussi. Oh, impression soleil levant, c'est magnifique, c'est japonisant. Oh, c'est somptueux. C'est magnifique, c'est beau, c'est bon. C'est Sébastien. Merci Julie. C'est bien marré, n'empêche. Mais il est beau son pâté croûte, hein. Ah Il a de la ouais. gueule, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, il nous a posé plein de questions, on se les a posées ensemble. Première question, faut-il mettre du sucre dans la pâte? Ça aide à la coloration. Ah, c'est ça. Une pâte dans laquelle il n'y a pas de sel et pas de sucre, ça colore moins vite, c'est moins joli. Et surtout, le sucre amène aussi, comme le sel, de la brillance à la pâte. Ah, ça c'est intéressant. Ouais. D'accord, Donc, donc ça va nécessaire. Donc nécessaire, oui. Et enfin, alors, le thème de la cuisson, ça c'est vrai qu'on va y revenir parce que c'est fondamental en charcuterie. Moi, tu m'avais dit plutôt 65 pour les terrines. Sébastien, lui, on m'a toujours dit que le porc c'était un minimum de 80. Qu'en est-il, les garçons? Mais il y a la durée qui est importante. La température, C'est la durée, ça ne oui. suffit pas en fait. C'est un C'est-à-dire équilibre entre temps et température. Donc 65, c'est pas parce qu'on monte à 65 que ça y est, il faut s'arrêter. 65 pendant au moins 20 minutes ou une demi-heure. C'est ça la d'accord. pasteurisation. Donc 65 pendant 1h30, ça équivaut peut-être à comprends. 80 pendant 10 minutes. C'est compliqué, il faut avoir fait maths sup. Hein. C'est important pour les gens qui nous regardent de dire attention, il y a quand même une température de sécurité. Et il faut passer cette barrière des 65. Bien sûr. Mais pour le moment, pas encore de cuisson. Finalisons notre farce à laquelle j'ajoute précisément 15 g de sel, une demi-cuillère à café de 4 épices, On n'est pas en train de faire un tagine, hein. Ça va suffire largement. des baies de genièvre, des grains de poivre vert et 4 g de poivre noir fraîchement moulu à la poigne par Thierry. Le tout relevé avec environ 7 centilitres d'armagnac. Et oui, je ne cesserai de le répéter, c'est précis la charcuterie.
Enfin, un peu de verdure, du persil plat que notre chef samouraï hache au sabre et du thym du potager. Avec le thym, là, tout s'en va. Je trouve que c'est important dans une terrine de foie de volaille, le thym. Ouais. Je trouve que c'est Même un la goût feuille qui... de laurier qu'on pose souvent Ouais, dessus, voilà, mais qui absolument, parfume, tu as parce que c'est raison. une sorte de cuisson à la vapeur avec le C'est bain-marie. vrai, c'est vrai, c'est Et le vrai. four sent très bon. Ouais. Les garçons, si je vous dis thym l'Ermitage, ça vous parle? Eh oui, concours. Championnat du monde du Championnat pâté du monde du croûte. pâté, oui. Pas rien quand même. Et nous, on a suivi Johan Lastre, qui n'est rien de moins que le vainqueur, le lauréat du championnat 2012. Ouais. Très Qui impressionnant est, comme concours. voilà, charcutier à Paris. Extraordinaire. Figurez-vous que le village de Tain-l'Hermitage, dans la Drôme, accueille chaque année, depuis 7 ans, le championnat du monde du pâté en croûte. L'intitulé peut faire sourire, mais ne vous y fiez pas. Une centaine de candidats venus du monde entier, un jury prestigieux composé de meilleurs ouvriers de France et de chefs étoilés, c'est du sérieux. C'est un concours qui est superbe parce qu'on peut vraiment repousser les limites. Johan Lastre, cuisinier passé par les plus grandes tables du pays, en a été le grand vainqueur en 2012. S'il s'est distingué par la qualité gustative de son pâté, c'est le travail artistique de la pâte qui a fait toute la différence. Il y a eu plus de 9 mois de boulot sur la pièce que nous avons présentée le jour du concours. On avait choisi le thème de la ferme d'antan. On avait mis tous les animaux de la basse-cour en alliant des techniques d'ébénisterie et ça s'est plutôt bien passé. Voilà. Ce prix lui a donné l'envie d'ouvrir à quelques pas de la Tour Eiffel une boutique entièrement dédiée au pâté en croûte qu'il décline à l'infini. Là aujourd'hui, on vous propose un pâté en croûte 100% de la mer. On a représenté les écailles de poisson parce qu'on voulait montrer un peu les techniques sur la pâte. On a fait un tressage aussi sur le pâté. On a aussi notre classique, le cochon, pistache, volaille gelé au Porto. Celui-là, il est là tous les jours. Notre pâté en croûte poulet citron moutarde estragon. Donc là, on a choisi un format un peu ancien et très visuel. Les pâtés de canard ou de gibier se partagent également l'affiche et même un pâté en croûte sucrée façon tatin. Et pour chacun, Johan y consacre un soin particulier. Donc on met un petit coup de chalumeau sur le pâté, vous voyez, pour le rendre plus brillant. Puisque c'est une pâte qui a une belle teneur de matière grasse. Si chaque décoration est inspirée par le thème et les ingrédients des pâtés, pour la technique, c'est le travail de marqueterie qui a guidé Johan. Ma femme est ébéniste, donc grâce à Marion, on a réussi à mêler un peu nos deux univers. Alors voilà, donc ce motif, c'est notre enseigne. Donc parfois, le lamage, c'est selon l'envie du jour, donc on peut y aller à main levée, on fait un peu ce qui nous passe par la tête. Concentrée, elle applique toutes les techniques si méticuleuses de la marqueterie. L'essentiel dans le lamage, c'est de surtout pas aller trop profond. Donc il faut appuyer suffisamment, mais pas trop. On n'a pas le droit à l'erreur, on ne peut pas faire de pré-marquage, donc il faut essayer d'avoir la main le plus sûre possible. Comme pour le bois, elle joue avec les nuances de couleurs. Vous pouvez obtenir des brins plus ou moins intenses selon la quantité de dorure que vous mettez, le nombre de couches, etc. De son côté, Johan travaille également à la prochaine déco de son plat. Donc là, on fait les écailles pour le prochain pâté en croûte de poisson. Il y en a bien 400. On s'amuse bien à faire ça, on va dire. Et pour nous, c'est un régal des yeux. Johan et Marion Lastre ont su faire du pâté en croûte tout un art. Là, on est au confond de l'artisanat et puis de l'art, hein, vraiment. Oui, mais c'est Ébéniste charcutière, c'est un beau métier. Oui, c'est drôle. Et J'ai appris puis, alors, quelque moi, chose. j'adore ça. Et puis, on voit bien que entre art et artisan, enfin, la frontière est Oui, la est frontière mince. est ténue. Tiens, je vais ramasser ça parce que ça, c'est suffisamment cuit. Il y a une faute là. Alors, hop. Et on va se servir de cette poêle, non, pour faire revenir nos foies de volaille. On a gardé les. En plus, on n'a rien, oui. y a rien de brûlé, donc il faut y aller. On se remet un petit peu de beurre quand Eh même. oui, bien sûr. Zo. Est-ce qu'il faut bien mélanger ou au contraire, comme une pâte à tarte, mélanger le moins possible? Non, moi je mélange bien. Pourquoi? Parce que je veux pas qu'il y ait de morceaux qui étaient mal isolés. Vraiment que le foie serve de liant là. Ouais. Et dans le beurre, je mets une petite goutte d'huile. Et oui, parce que le beurre tout seul risquerait de brûler, c'est ça? Bah ouais, puis là on va avoir besoin de saisir vraiment les foies. Si tu veux, c'est quand tu veux. Alors j'y vais. Hop là.
Voilà nos foies. Pendant que les foies sont saisis et salés, environ 5 grammes, je continue à mélanger ma farce dans laquelle j'ajoute un œuf entier. Et on va les déglacer avec un petit peu de Porto. Allez, j'y vais. Coup de gnôle. Un petit coup de gnôle, je dis jamais non, moi. Allez, hop. Nous réservons rapidement les foies pour les faire baisser en température avant de les ajouter à la farce froide. Alors on va en profiter pour partir dans le nord, du côté de Cambrai, pour rencontrer Isabelle qui réussit le tour de force de faire un pâté en croûte sans moule. Je reprends le volant de ma petite Micheline, direction le nord, à Cambrai plus précisément, où vous allez voir, il n'y a pas que les bêtises qui y sont confectionnées. C'est là qu'Isabelle, une ancienne institutrice qui passe dorénavant beaucoup de temps en cuisine, va nous dévoiler sa version du pâté en croûte. C'est une recette en 3 étapes. Il faut faire, bien sûr, préparer la farce. Elle aura ainsi le temps de cuire puis de refroidir pendant la préparation de la pâte. Il faut préparer les petites herbes. Du thym et du persil plat qui viennent du jardin et qu'il faut hacher très finement au couteau dans un premier temps, puis avec des ciseaux. Comme le faisait ma grand-mère, à l'ancienne, on peut ajouter nos herbes. Elle cisèle ensuite une échalote, puis de l'ail et verse 2 tranches de pain rassis finement émiettées. J'utilise la mie de pain pour mes pâtés parce que ça porte du moelleux. Une fois que c'est cuit, c'est pas sec. Puis elle incorpore un œuf entier et assaisonne de sel et de poivre. Et puis il n'y a plus qu'à mélanger. J'y vais franco. Il faut vraiment que tous les ingrédients soient bien mélangés, soient bien homogènes. Et on va lui donner une forme une forme de bûche en somme. Isabelle fend la farce en 2 et insère du foie gras découpé en gros dés et surtout congelé au préalable. Ça évite comme ça qu'il fonde trop vite en cuisant. Elle parfume enfin d'une cuillerée à soupe d'armagnac et d'un mélange de 4 épices. La petite cerise sur le gâteau. Avant de refermer et de rouler la farce. Et puis maintenant, on va le cuire à la vapeur. Alors pourquoi je fais cuire à la vapeur? Une partie du gras va couler. Donc on aura aussi quelque chose de beaucoup moins gras. C'est parti pour 45 minutes, ce qui lui permet de passer à la 2e étape de la recette, la confection de la pâte feuilletée. Et là encore, Isabelle fait preuve d'inventivité. C'est une méthode rapide, pas du tout traditionnelle. On appelle ça la méthode escargot, parce que bon, vous allez voir. Donc ici, je vais avoir 300 g de farine que je vais verser. 300 g de beurre, et oui. Il est impératif d'avoir du beurre congelé. Et 150 g d'eau bien froide. C'est un mixage très rapide parce qu'on doit garder des petites paillettes de beurre surgelées. Ça va permettre de faire lever le feuilletage. Le mixage terminé, il faut travailler la pâte rapidement afin que le beurre reste bien froid. Il y aura un choc thermique à la cuisson dans le four très chaud avec la pâte qui sera très froide. Ça va déclencher de la vapeur à l'intérieur de la pâte et c'est ce qui donne après les feuilletages. Donc là, on étale. Une étape un peu physique pour réaliser un rectangle de 2 mm d'épaisseur qu'elle va ensuite rouler en boudin. On prend une extrémité et on roule. On la roule sur elle-même. Et donc, voici mon bel escargot. Le feuilletage est prêt. C'est quand même incroyable. Cet escargot de pâte, on le laisse debout. Parce que si on le couche, ben là, c'est comme si on n'avait rien fait. On n'a pas de feuilletage du tout. Et là, on étale. Alors, l'intérêt de cette méthode, ben, je vous la montre. Regardez, j'ai coupé ma pâte. Vous voyez, ça fait plusieurs couches. Comme un feuilletage traditionnel, mais là, super rapide, quoi. Moi, je trouve que c'est une méthode magique. Le montage se fait dans la foulée avec sa farce vapeur qui a cuit et refroidi et sa pâte magique. Alors, pour souder la pâte, on colle à l'eau. On replie un peu comme un paquet cadeau. Rien ne se perd et les chutes de pâte servent à la décoration. Enfin, elle n'oublie pas de tout badigeonner d'un mélange d'œufs et de lait avant de le mettre au four préchauffé à 210 degrés. Et on n'hésite pas au bout de à peu près un quart d'heure, je vais dire, on baisse à 200 degrés, sinon ce sera un peu trop fort. Et on surveille bien sûr, donc 35-40 minutes.
Voilà notre beau pâté en croûte. À l'œil, il semble parfait. Notre pâté est cuit, bien doré. Il va être bien croustillant. Mais il doit impérativement refroidir pour permettre à l'insert de foie gras de durcir, et surtout sur une grille pour éviter à la pâte de ramollir. Encore quelques minutes et il est à point pour être dégusté. Très très bon. Alors, chef, Isabelle a Cambrai qui ne fait pas que des bêtises. La pâte feuilletée, c'est malin, ça. Et ouais, ça m'a fait C'est rapide, vraiment, c'est une bonne astuce. Ouais, ça m'a fait va pas penser faire au millefeuille, coulibiac. mais- Oui. Ah oui, tu as raison, ça évoque le coulibiac. Ça évoque le c'est coulibiac. vrai. Oh, très bien, bravo. Alors, tiens, est-ce qu'on met un peu de farce, les foies, un peu de farce, ou est-ce qu'on mélange tout? Je te conseillerais de mettre la farce, quelques fois clairsemée, Ouais, c'est ça. la Et une farce, couche de quelques farce. fois clairsemée. Surtout que si et les puis à la coupe, tu vas les retrouver Voilà. joliment. Puis si les foies touchent les parois, ils vont peut-être être un peu surcuits. L'occasion pour nous d'aller du côté de chez Raphaël pour parler cuisson et éviter tout risque de surcuisson, justement. Alors, mais oui, quel matériau choisir? Et pourquoi? Oui, c'est vrai. Parce qu'on voit des fois des choses comme ça en aluminium ou en fonte ou en terre Moi, celle-là, cuite, je l'ai à la en maison. grès. Et l'idée de choisir les matériaux ou le cuivre même, ça va être la conduction thermique. C'est-à-dire c'est l'aptitude du matériau à transférer la chaleur. Voilà une définition. Le cuivre est un très bon matériau, très bon conducteur. C'est-à-dire qu'il va très vite chauffer, mais il va très vite refroidir aussi. Si on n'a pas le choix, on va prendre ça. Oui, mais mais ça, comme c'est on très sait que c'est un très bon conducteur, là, ça vaut le coup de mettre de la barde qui va servir un peu Et au d'isolant. bain-marie, bien sûr. Et toujours au bain-marie, ça c'est Toujours. vraiment Alors l'idée. justement, est-ce que pour la terrine, il faut que ça chauffe très vite? Pas Mais forcément. non, justement. Il faut que ça aille doucement, sinon ça va brûler à l'extérieur. Et puis à l'intérieur, ce sera toujours Ça pas va cuit. rester cru. Donc il faut plutôt au contraire des matériaux qui vont garder la chaleur, donc plutôt des matériaux qu'on appelle réfractaires. Comme notre terrine en terre cuite. Comme la terrine en terre cuite. Alors pour quantifier tout ça, il y a ce qu'on appelle la conduction thermique. Donc je vous ai mis les petits chiffres. Alors tout ce qui est grès ou alors brique, ça c'est le plus réfractaire. Ça veut dire que ça va vraiment avoir du mal à chauffer, mais ça aura du mal à refroidir. Donc c'est très bien pour des fours, par exemple tous les fours à pain, puisque ça va garder très longtemps la chaleur. Le verre c'est 1, tout ce qui est par exemple ardoise ou alors justement terre cuite 2, donc tout ça c'est très faible. La fonte, l'acier 50. Ça commence déjà, ça veut dire que c'est 50 fois plus conducteur Que le verre. que le verre. C'est un peu l'échelle. L'aluminium 250 et le cuivre, le record 400. Donc c'est un très très bon conducteur thermique. Donc ce que moi je peux conseiller, c'est plutôt de prendre une terrine comme ça en terre cuite. Voilà, bain-marie, et là c'est idéal. Justement, bain-marie, c'est obligatoire parce que dans certaines recettes, après c'est une question de température de four, je C'est beaucoup suppose. plus homogène. Mais, Ouais, alors plus bain-marie, il homogène. ne faut pas faire non plus n'importe quoi. Il faut mettre suffisamment d'eau pour que ça monte à hauteur. Ouais, faut Sur vraiment- le Ah, c'est barami, ça. euh, Oui, si c'est juste mettre un fond d'eau, ça sert à rien. Hein. C'est pas pour être dans une c'est pas atmosphère cuisson. humide. Voilà, c'est pas une le cuisson but. à la vapeur. Non, C'est non, vraiment bien sûr. d'isoler les parois, du Pour haut pas que ça jusqu'en brûle, bas. c'est toujours pareil, on va mettre un four à 180, or on veut un intérieur à 70, 80 maximum. Donc il faut isoler tout ça. Ouais. Fou ce qu'on apprend Mais- à travers une terrine. Voilà, ouais. Et il y a un endroit où on sait aussi fabriquer des terrines, pas celle-là, la nôtre. Les carnets de Julie, elle a été personnalisée. Merci à la poterie Lehmann qui est installée à Soufflenheim où on fait des poteries absolument magiques pour les plats à terrine et puis pour les plats à Bake-Off. Bake-off. Et c'est de nouveau avec Micheline que je traverse cette fois-ci le Grand Est pour nous rendre dans le nord de l'Alsace et dans un des fiefs historiques de la poterie, je veux parler de Soufflenheim. Parmi la quinzaine d'ateliers de potiers en activité dans le village, nous nous rendons dans celui de Katia et Sylvie, qui a pignon sur rue depuis 1888. Alors il y a eu mon arrière-grand-père, mon papa, et puis voilà, maintenant c'est à notre tour de relever le défi. Car si elles ont fait une école de céramique et de tournage, l'essentiel a été appris sur le tas. Les deux sœurs passent leur journée entre l'atelier et la boutique où elles proposent une folle diversité de plats, mais ce qui nous amène aujourd'hui, ce sont leurs terrines. Ça se fait chez nous. Alors notre spécificité sur Soufflenheim, c'est les terrines. Pour la fabrication du plat, tout se réalise sur place et manuellement. On va d'abord humidifier le moule, parce que c'est un moule en plâtre. Ensuite, on va prendre notre terre pour presser la terrine. Les terrines sèchent durant 4 heures afin de se raffermir avant de passer à l'étape de la finition. On va passer l'éponge sur les petites imperfections qu'il peut y avoir. Il y a aussi une petite couture qui se forme au moment du pressage qu'on va arrondir. Après la finition, il y a un petit temps de séchage et ensuite on va les tremper dans un bain d'engobe. Donc l'engobe, c'est une argile liquide
où on ajoute un pigment. Là, c'est le rouge. On peut également faire un engobe de bleu avec du cobalt, du marron avec du manganèse. Les terrines repartent se reposer un temps avant d'être décorées, la spécialité de Katia. J'utilise ce petit ustensile qui s'appelle un bas-rollet. C'est une pièce qui a été tournée en terre avec une plume d'oie au bout. Et à l'intérieur, il y a de l'engobe. Celle-là, elle est blanche. Et j'applique mes petits points. Elle ne déroge pas au motif traditionnel, véritable emblème alsacien. C'est un métier très créatif. Et du coup, pas ennuyant du tout. Katia va directement émailler les terrines fraîchement peintes. C'est une émail incolore que j'applique au pinceau en pulvérisant. C'est un émail sans plomb et très brillante qui donne un rendu de très belles couleurs. Mais un peu de modernité ne fait pas de mal. Il ne reste plus qu'à les passer dans un four qui va monter en température jusqu'à 1060 degrés en 9 heures et mettre près de 12 heures à refroidir. On ouvrira la porte vers 350 degrés environ. Les sœurs retireront donc leur poterie 10 heures plus tard, un travail de patience et de longue haleine. Pour une terrine, il faut compter une bonne semaine entre les étapes de décoration, d'émaillage, de cuisson. Et voilà le résultat à la sortie du four. Katia et Sylvie en produisent 1000 par an et en vendent autant. Énormément de demandes, c'est notre produit phare. Merci les filles pour cette version personnalisée de vos terrines. Nous voilà donc fin prêts à commencer le montage de notre terrine dans notre terrine. D'abord une généreuse couche de farce, puis des foies de volaille poêlées. Ils sont bons, ouais, ça donne envie. Alors, moi, je fais toujours un peu attention quand je fais les terrines de tasser, pour pas qu'il y ait de trou d'air. Ah oui. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est d'avoir ce contraste entre la partie hachée et la partie encore entière avec des morceaux. Certains rajoutent des noisettes, pourquoi pas, c'est délicieux, des pistaches. Alors, on va mettre notre petite feuille de laurier. Tac. Alors, on a fait notre petite déco. Maintenant, on va plonger ça dans un bain-marie. Alors, une cocotte, c'est pas mal, je trouvais, non? Plutôt qu'un plat à gratin. Oui, c'est un côté poupée russe. Poupée russe, c'est ça. Et puis surtout, on préchauffe l'eau. Parce que si on met dans l'eau froide, là, ça va être très très long. Donc, on va faire ça. On l'a préchauffé sur le feu. Alors, est-ce qu'on couvre? Moi, oui. Allez, hop, on y va. On a préchauffé le four à 180. Je t'aide ou et tu ouvres la porte? Non, ça va, merci. Et tu m'as dit droite. chaleur statique, pas besoin de chaleur tournante. Non, statique. D'accord, statique, pas de ventilation. C'est parti pour 1h30, une bonne heure et demie. Ah oui, oui. En attendant, nous commençons à dresser la table pour accueillir nos invités du jour. Et la fin de la cuisson de la terrine approche déjà. Une vérification s'impose avec notre sonde. Avons-nous bien atteint nos 65 degrés? 58. C'est un petit peu là parce que... Bon bah écoute, je vais laisser encore un peu pour que ce soit bien cuit à cœur. Mais on est bon. Et une fois les 65 degrés atteints, nous ôterons le couvercle et laisserons cuire encore 20 minutes, soit au total 1h45. Mais j'ai été prévoyante, la terrine étant meilleure après au moins 2 jours de repos, j'en ai prévu une autre. Ah, ça sonne. Bonjour messieurs, entrez donc. L'heure des festivités a sonné, Gilles Demange, président de la confrérie du pâté-croûte. Et oui, on ne badine pas avec le sujet. Et Rodolphe Paquin, chef parisien mordu de terrine de campagne, arrive les bras chargés. Une déclinaison de pâté s'offre à nous, la terrine de notre chimiste Raphaël, celle aux épices tandoori de Rodolphe et la mienne au foie de volaille. Et je me colle à la découpe. Non, mais là, on part sur une ambiance routière, tu vois. Ah bah non, mais moi je suis pas au régime, moi. Mais ça, alors comment on la coupe la tienne? Il faut la démouler? Tu fais pareil, c'était parfait. Ah, on est d'accord. Bah, tu vois comme t'es, toi. C'est ton côté de Place Vendôme. Oui, Tu peux pas te refaire, hein. Et pour un peu de légèreté, une terrine de légumes façon Thierry Marx. C'est juste des légumes cuits à l'eau minérale avec une algue, qui s'appelle l'algue crondue. Le chef de culture est violent, là, quand C'est même. violent, c'est brutal. C'est un grand psychopathe. Le type, il veut se faire lyncher à la sortie. Ça, c'est l'horreur. C'est un peu ça. Et à la santé des copains, des pâtés, des terrines, des bons restaurateurs. Rodolphe, moi, tu sais que vraiment, ta terrine est absolument... C'est la seule que j'ai goûtée pour l'instant. Elle est délicieuse. Alors, qu'est-ce que tu as mis là-dedans? Raconte-moi. Alors celle-là, c'est foie de volaille, viande de cochon, gras de cochon. Et puis, forcément, sel, poivre, armagnac. Et un mélange d'épices où il y a
Les coups de girofle, du cumin. Il y en a 7, ce qu'on appelle, les pistandori. Donc on boxe un peu tous dans la même catégorie, foie de volaille et cochon finalement. Il y a le intéressant. hachage qui est un peu différent. Ouais. Il y a moins de foie dans la mienne que dans les deux autres, Absolument. à mon avis. Toi, tu as mis des œufs dedans. Un œuf. Oui, moi, j'en mets jamais. Toi, tu mets de la crème. J'en ai mis 2. Toi, t'en as mis deux. Et un œuf suffit à donner un côté un petit peu serré. La mienne, celle que j'ai amenée, elle est un petit peu plus Délié. déliée. Ouais, absolument, Voilà. c'est vrai. Moi, bon, celle de Rodolphe est bien relevée. J'aime bien ce côté relevé. Il y a de la mâche. Après, ces terrines-là sont des terrines pour moi un peu plus classiques, qui se mangent bien avec du pain. Moi, j'aime bien manger la terrine avec du pain, voilà, directement. Hein, donc, elles ont du goût. Elles ont du goût. Mais est-ce que c'est pas aussi le symbole de l'accueil, la terrine? Tu vois, c'est une façon d'accueillir les gens, qu'on soit professionnel ou amateur, c'est l'hospitalité, c'est la générosité, on compte pas la terrine. La pâté en fait, c'est des plats de partage. Parce que ça se partage très facilement. Hein. Un picor dedans et puis... Voilà, ça accompagne très bien tous les vins. Ce qui est vraiment intéressant avec ce genre de plat, que ce soit des terrines, c'est un exercice de style. Parce que ça paraît tout bête, faire un pâté en croûte. Sauf qu'on en connaît plus des immangeables que des mangeables. Ouais. Parce que l'eau qui sort, la pâte qui a la bande de pâte pas cuite c'est juste horrible. C'est immangeable. Immangeable. En tout cas, super bon. Bravo pour ta terrine qui est excellente. Ça va, ça vous plaît? Redis-moi un petit peu ce que tu mets dedans. Bah là, il y a du poivre long aussi, parce que j'aime bien ce poivre-là, du cognac, l'eau de vie de ma grand-mère, donc qui fait ça avec des pruneaux. Et puis voilà, c'est une recette très simple. C'est une recette de ton grand-père. Et tout à fait, voilà. Dans ces pâtés, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais on pourrait parler de maturité. Après cuisson, c'est quand même très important. Bah là, pas très bon, mais plus elles ont de maturité. 6 jours, hein, presque. Voilà. Ça vous a plu? Ça beaucoup, mais c'est très très bon. J'ai appris plein de choses. Ah, ça me fait Sur la plaisir, terrine, ça. oui. Parce que c'est pas ma spécialité. Mais alors, moi, je voudrais dire que alors, on peut pas vraiment appeler ça une terrine, mais néanmoins, ce pressé de légumes. Voilà, c'est ça. Le pressé de légumes est absolument délicieux. Il y a un peu de sésame, d'huile de sésame, non? Oui, huile de sésame. Dans l'assaisonnement. Voilà, on a gardé cette note asiatique, gardé les Je veux dire légumes que la assez fraîcheur croquants. est bienvenue, en l'occurrence. Oui, c'est vrai. Une petite pointe d'acidité aussi, là. Très fin. Pâté terrine, Dieu sait qu'il y en aurait à dire. On a appris beaucoup de choses, comme le disait Thierry. J'espère que vous aussi. Et d'ailleurs, des astuces, des conseils en matière de cuisine qui peuvent nous servir dans d'autres domaines. J'espère qu'on vous a donné envie de vous réunir autour d'une bonne terrine, d'une bonne tranche de pâté croûte, décorée ou non, champion du monde ou pas. Le principal, c'est d'être les champions de l'amitié, de la convivialité, de la générosité. Salut, à la prochaine. On va peut-être se faire un petit selfie thermique. Bah voilà, ça c'est quand même inédit. Alors, ouais, ça c'est Thierry, ça, voilà. Attends, on le voit tout de suite, Thierry. Il n'y a pas de chousse. C'est ça. Je ne sais pas le dire. Toi, t'as Julie. Ah oui, Julie, j'ai les dents froides et le tout petit Voilà, bout du nez tu vois. tout froid. Et oui. pommettes aussi. Les pommettes aussi. Voilà, Oh. c'est mignon.